Salut à tous, c'est Julien Ponce, bienvenue dans cette vidéo. On va parler de DxO Nik Collection 6 qui vient tout juste de sortir. Comme vous le savez, je ne fais pas de vidéos sponsorisées, mais je tiens à préciser, pour être tout à fait transparent avec vous, et comme je le suis à chaque fois, que cette version m'a été fournie par DxO. Donc en gros c'est sous embargo, donc il y a eu une petite présentation pour la presse. Et ils ont ensuite envoyé un numéro de série pour qu'on puisse tester le logiciel. Néanmoins, j'ai aucune obligation vis-à-vis de DxO concernant le contenu de cette vidéo, donc cet avis c'est 100% le mien évidemment, comme je le fais à chaque fois pour chacune de mes vidéos. Donc ce n'est pas une vidéo sponsorisée, mais réalisée à partir d'une version qui m'a été fournie par l'éditeur. Donc ça sort le 16 mai à 15h, qui est normalement le moment où vous verrez cette vidéo sortir. Je l'ai enregistrée évidemment un tout petit peu avant, on est le 12 mai là. Et j'ai pu évidemment du coup avoir le temps de tester un petit peu le logiciel. Donc DxO Nik Collection, c'est, pour ceux qui connaissent pas et qui découvrent cette vidéo, et qui découvrent ce que c'est que Nik Collection dans cette vidéo, je pense que vous n'êtes pas très nombreux dans ce cas-là, la plupart de mon audience connaît déjà, mais en gros c'est une suite de plugins, c'est une collection de plugins, donc de logiciels additionnels, que l'on va rajouter à des logiciels de retouche comme Photoshop, comme Lightroom, comme Affinity Photo, et qui permet de faire tout un tas de choses. Ça marche aussi en ce qu'on appelle en standalone, c'est-à-dire que ça marche tout seul, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin forcément de Photoshop ou d'Affinity ou de Lightroom. Et à la base, donc c'est fait par Nik, qui a été racheté par Google, puis qui a été racheté par DxO. Et donc en fait tout le travail de DxO ces dernières années, de ce que je peux observer, c'est d'arriver à atteindre quelque chose d'homogène, notamment au niveau de l'interface, car depuis il y a des écrans qui sont haute densité, donc dit Retina. Donc il a fallu retravailler l'interface, il a fallu uniformiser et ajouter des nouvelles fonctionnalités, comme par exemple les outils de retouche locale. Donc les control points, pour ceux qui font du DxO, c'est cet outil en fait qui va venir mettre un coup de pipette et sélectionner des couleurs en fonction de leur luminance ou de leur chrominance. Donc c'est ce qu'on appelle, pour ceux qui font du Lightroom, de la gamme de couleurs, ou de la gamme de luminance. Ce qu'on appelle un lumamat en anglais, hein, c'est-à-dire on évalue la luminance et on fait rentrer ça dans un masque. Donc ils ont beaucoup misé là-dessus pour faire des retouches locales. Donc évidemment ça va aussi, non pas à l'encontre, mais ça va faire une autre façon de travailler qui va un petit peu de manière différente se confronter à ce qu'on fait maintenant dans Lightroom depuis 2 ans avec les nouveaux masques, enfin 1 an et demi, qui sont automatiques et qui sont vraiment très performants. Et donc la question dans cette vidéo, ça va être toujours, comme à chaque fois en général quand je parle de logiciels comme ça un peu additionnels, de à qui ça s'adresse exactement. Ça coûte 149 € pour une suite de plugins qui est quand même assez complète, on peut vraiment faire plein de trucs, et ça coûte, il me semble, 79 € si vous avez une version précédente, donc au tarif mis à jour. Donc on va passer dans Photoshop pour juste voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc vous avez, à chaque fois que vous installez un Nik Collection, vous avez ce panneau. Donc moi je vais être assez honnête avec vous, je n'utilise pas ce panneau, j'ai pas envie de l'avoir. Donc en gros ce que je fais, c'est que je lui dis de ne pas ouvrir automatiquement au lancement. Donc maintenant je le ferme et au prochain lancement il ne s'ouvrira pas. Alors du coup pour aller les chercher, tout simplement on va dans filtre, on va chercher Nik Collection et on va par exemple aller chercher Color Efex. Alors il faut juste noter que l'interface a été uniformisée, tout est maintenant compatible écran Retina ou haute densité. Donc là par exemple je suis sur un écran en 3840 par 2160, donc un écran dit 4K, plus justement on devrait dire Ultra HD. Et avec une interface, donc si je vais sur le Mac dans le display, j'ai une interface qui correspond à un équivalent 2560 par 1440, c'est-à-dire qu'il y a une mise à l'échelle qui n'est pas de x2 mais x1,5, ce qui permet d'avoir un peu plus de place. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de pixels, donc c'est une haute densité et donc il faut que l'interface soit lisible. Et vous voyez que là c'est parfaitement lisible, et si je me mettais en mode x2, c'est-à-dire un équivalent 1920-1080, donc en gros 2 pixels pour 1 pixel, on aurait évidemment tout ça comme il faut dans Nik Collection. Donc ça c'est cool, on a enfin une uniformisation à ce niveau, c'était pas le cas avant, hein. Il y avait notamment sur Windows, hein. Sur Mac ça allait, mais sur Windows on avait encore des plugins qui avaient l'ancienne interface, donc ça pixelisait beaucoup puisque c'était pas dessiné en haute densité. Bon, ça c'est le premier point. Ensuite l'interface a aussi été
uniformisé sur les côtés, donc on trouve les pré-réglages dont on peut maintenant chercher les noms, ça paraît bête mais c'était pas le cas. Donc si vous aviez toute une tonne de presets, ils étaient classés par catégorie, ensuite il fallait défiler, mais on pouvait pas les classer par nom. On pouvait pas les chercher par leur nom, donc c'était quand même un peu embêtant si on en avait beaucoup. Et on a un nouveau truc, c'est les dernières modifications qui vont avec l'historique et qui permettent de voir en fait chaque réglage qu'on a fait de manière assez précise. Autre grosse nouveauté, donc si je vais par exemple ici mettre une... qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre par exemple, j'essaie de faire un truc au passage qui serve à quelque chose, mais bon, peu importe, on va faire une petite balance croisée, et cette balance croisée, évidemment ici elle va apparaître sur le côté. On a ensuite ici sur les côtés ajouté un point de contrôle, et on a point de contrôle neutre. On a maintenant une control line, c'est-à-dire que évidemment sur chaque réglage que je fais, je peux le faire de manière locale. Là ça fait toute l'image, mais je peux le faire de manière locale. Donc par exemple la control line, qu'est-ce que ça fait? C'est en gros c'est un filtre gradué, donc c'est un truc qui existe depuis très longtemps par exemple dans Lightroom évidemment. Et qu'est-ce que ça fait ce filtre gradué? Donc en gros ça applique le réglage d'un point A à un point B, donc en gros ça l'applique à 100% sur la ligne du haut et ensuite à 0% sur la ligne du bas, donc c'est un truc qui se fait progressivement. Et au sein de ce filtre gradué, c'est toujours le même principe du control point, c'est-à-dire en gros c'est en fonction de là où est la pipette, donc elle est là, on va faire une évaluation du pixel sur sa luminance, donc par exemple ici sur le ciel. Donc si vous voulez cacher les réglages, vous avez Shift E ou Commande E sur Mac, ça permet de cacher tous les réglages, parce que là il n'y en a que deux, mais si j'avais mis un control point, si j'avais mis un autre réglage où il y avait beaucoup plus de glissière, par exemple si on fait un HSL, qui est d'ailleurs un nouvel outil, on pourrait avoir beaucoup de réglages et ça cache la pipette qui se retrouve derrière, donc c'est quand même un petit trou de, de design qui n'était pas très bienvenu. Donc maintenant on fait commande E et on va mettre la pipette ailleurs, et vous voyez que évidemment tant que je vise le ciel, du coup ça sélectionne essentiellement le ciel. On peut affiner comme d'habitude, hop ici luminance, pour vraiment sélectionner en contrastant ici le ciel, donc les valeurs les plus claires. Vous voyez que là par exemple si je voulais avoir que le ciel dans Lightroom ça serait fait en 2 secondes, donc si vous vous servez de Nik Collection en espérant avoir des retouches locales aussi précises que Lightroom, ce ne sera pas le cas. C'est-à-dire que là, par exemple, faire une gamme de luminance sur un truc comme ça marche parce que le ciel est très clair, mais il va aussi sélectionner, vous voyez, des trucs très clairs qui sont dans les montagnes, en fait. Donc ça, c'est ma première, pas critique, hein, c'est le principe même de la gamme de luminance, mais en gros, je n'ai que de la gamme de luminance, ça ne remplacera pas une sélection dans Lightroom. C'est un peu dommage à l'heure où Lightroom a un peu tué la concurrence sur les outils de masquage. Si j'ai envie de profiter des outils de Nik Collection, mais en ayant des sélections faciles comme j'ai dans Lightroom par exemple, ce sera pas le cas ici. Bon, néanmoins on peut arriver à sélectionner le ciel sans problème, et donc maintenant que j'ai mon ciel, je vais pouvoir avoir du coup ici l'intensité de ma balance croiseur. Je vais vous enlever le masque quand même, histoire qu'on puisse voir ce qu'on fait, et je vais pouvoir l'appliquer. Alors évidemment on peut aussi, derrière on a toute une série sur notre ligne de contrôle, donc en l'occurrence ici on peut l'inverser, voilà, pour plutôt l'appliquer au paysage, ce qui fait que ça a sélectionné le ciel, mais ça va appliquer sur l'inverse du ciel, donc sur le premier plan. Et vous voyez que ça fait quand même un très bon boulot, même si j'ai pas sélectionné pile poil nickel, ça va quand même le faire. Alors autre chose, on peut aussi, si jamais la sélection ne vous convient pas, on peut aussi ajouter des points de contrôle, c'est-à-dire ajouter par exemple ici, ou à d'autres endroits, un point de contrôle pour être sûr de sélectionner ce qu'on veut et de parfaire un petit peu le résultat de notre sélection. C'est-à-dire en gros ça s'ajoute à ce que j'ai fait dans ma balance croisée. Ok, on va tout enlever. Donc ça c'est le premier truc, il y a donc cette espèce de ligne qui est un dégradé linéaire de A à B pour appliquer notre gamme de luminance qui est vraiment le truc de Nik. Si ça vous plaît pas, cette façon de sélectionner, clairement cette suite de plugins n'est pas pour vous, puisque tous les outils de retouche locale se basent quand même essentiellement là-dessus, quoi. Donc il y a un nouvel outil de HSL, alors ce que ça fait c'est que, enfin de TSL pardon, qui est ici. Donc quand même ce que ça fait c'est que ça prend un TSL, ça remplace une couleur, bon c'est présenté comme une grande nouveauté, mais ce qui est un peu dommage c'est que le jour où ça va sortir dans Lightroom, dans les masques par exemple, maintenant dans les masques de Lightroom on peut faire une courbe, c'était pas le cas avant, assez incroyablement,
Je pense que dans pas longtemps, ils vont aussi nous rajouter le TSL, c'est-à-dire pouvoir dire sur une partie donnée, maintenant qu'on peut sélectionner des trucs hyper facilement dans Lightroom, on pourra, j'imagine, bientôt faire un TSL. Le jour où ça va sortir ça dans Lightroom, bah, pour ceux qui utilisent Nik Collection en parallèle de Lightroom, il n'y aura pas besoin d'aller dans Nik Collection pour le faire. Par contre, pour ceux qui sont en standalone, c'est quand même un outil puissant. Mais tous ceux qui utilisent avec un autre logiciel, vous aviez déjà du TSL dans votre logiciel, hein, que ce soit dans Affinity, dans Photoshop ou donc dans Lightroom. Donc c'est pas non plus une nouveauté de dingue. Autre truc, il y a maintenant une détection. Alors juste avant de passer dans justement un autre logiciel, on mélange un petit peu le suspense, on a maintenant converti en objet dynamique, c'est-à-dire que là j'ai fait, alors on va faire autre chose, on va faire par exemple tonalité élevée. Donc imaginez que j'ai envie de faire ça, de faire vraiment un éclat très fort sur cette image, donc on pourrait le faire si possible du coup plutôt sur le premier plan. Donc on va se mettre là, et voilà. On va faire un commande E, on va se mettre, on va afficher quand même le masque parce que là je vois pas ce que je fais, et on va se mettre, hop, voilà, par là. Donc là, ce qui est en blanc, c'est ce qui est sélectionné, donc j'ai appliqué sur le premier plan, vous voyez, nickel, je suis content. Et maintenant, si je mets appliquer, l'image part dans Photoshop, mais elle part directement sur le calque. Donc c'est très destructif, évidemment. Si je veux revenir en arrière, bah, je peux pas. En tout cas, il faut que je recommence. Alors si j'ai pris le temps d'enregistrer un pré-réglage, je peux recommencer en retrouvant mon pré-réglage, donc j'ai pas tout perdu, mais bon, c'est quand même un peu... Il y a des frictions, quoi, hein, dans le flux de travail, donc c'est pas génial. Ce que je peux faire si j'ai oublié de convertir en amont en objet dynamique, en calque dynamique, c'est en fait lui dire « au fait, j'ai oublié, tu vas me convertir, toi, le truc en objet dynamique. » Donc ça, c'est quand même vachement bien. Et si on dit « appliquer », on va lui envoyer ça et lui demander de convertir. J'ai des tout petits lags, donc j'espère qu'à l'enregistrement, ça va pas se ressentir. Hop, on envoie, et il a converti en objet dynamique. Vous voyez, il a fait, en fait, avant d'appliquer sur l'arrière-plan, qu'il avait en mémoire, bien entendu, il l'a dupliqué et hop, il a converti lui-même. Donc si je retourne maintenant dans Nik Color FX, eh bien évidemment, je retrouve tous mes réglages, ma ligne de contrôle, tout nickel. Et il y a même un dernier truc qui est un peu dommage et que j'aurais bien aimé voir, c'est que si vous regardez ici, il n'y a pas les dernières modifications à l'historique, c'est-à-dire qu'il fait comme s'il venait de commencer avec ça. S'il avait enregistré les dernières modifications, parce que c'est une nouveauté ce truc, ça aurait été vraiment top en fait. Là on aurait vraiment été non destructif, c'est-à-dire que tous les petits réglages que j'avais fait avant, à l'instant où j'ai cliqué sur appliquer, ils sont partis dans un objet dynamique, donc on peut les retrouver facilement, mais on ne retrouve pas l'antériorité. Donc petite astuce, petit souhait pour mes amis de DxO pour la version suivante, si vous pouviez garder les modifications quand on a converti en objet dynamique, ce serait vraiment cool quand même. Mais bon, en tout cas pour les petits étourdis, vous pouvez convertir comme ça, même si vous aviez oublié de le faire en amont. Donc ça c'est quand même vachement bien. Ensuite, autre truc, c'est que maintenant, fin du suspense, et oui, Affinity Photo, plus besoin de bricoler pour faire reconnaître la suite Nik Collection dans Affinity. On pouvait le faire marcher avant, mais il fallait forcer Affinity à aller dans le répertoire. Pour être honnête, moi ça avait marché une fois sur deux, enfin bref, c'était pas pratique. Maintenant, quand je vais dans Filtre, et dans Module, et dans Nik Collection, je retrouve les Nik Collection normales, c'est-à-dire c'est installé, c'est parfaitement reconnu. Donc si je vais par exemple faire du Viveza, il va se lancer à partir de l'image, nickel. Alors évidemment, il n'y a pas la fonction objet dynamique, hein, puisque ça n'existe pas, en tout cas, ça n'existe pas exactement de la même forme. Dans Affinity, il y a des filtres qui sont dynamiques, mais on ne peut pas vraiment faire un objet avec un filtre comme ça. La technologie existe, mais pas pour les plugins tiers, en fait. En gros, c'est pas tout à fait le même système que Photoshop. Mais néanmoins, voilà, les plugins de Nik Collection sont parfaitement reconnus. Au moment où on installe, il voit qu'il y a Affinity sur le système, il n'y a plus besoin de bricoler pour le faire reconnaître. Donc ça, c'est vachement bien. Quand je démarre moi Affinity, j'ai mes plugins Nik Collection sans galérer pour les lui faire retrouver, quoi. Donc ça, c'est quand même cool. Un dernier truc que je voulais vous dire, c'est que tous les plugins ne sont pas encore complètement redessinés. Si vous regardez bien là dans Affinity, module Nik Collection, j'ai Nik 6, Viveza, Silver, machin, et j'en ai deux qui n'ont pas le même nom, à savoir HDR-FX Pro et Sharpener Pro 3, qui ne sont pas... où il n'y a pas marqué Nik 6 devant, c'est parce qu'en fait, ils vont sortir un petit peu plus tard. Donc là, si je vais dans HDR-FX Pro 2, j'ai encore l'ancienne interface qui est pas complètement, vous voyez, c'est pas le même look, il y a encore ces petits effets de dégradé, de bevel qui sont un tout petit peu datés d'ailleurs, et ça n'adopte pas voilà, la même interface que le reste, donc c'est prévu.
et c'est prévu pour arriver cet été, d'après ce que me dit le dossier de presse. Donc normalement, évidemment, j'imagine qu'il y aura un petit communiqué, qu'il y aura un patch, que ça se mettra à jour et que vous aurez du coup maintenant toute la suite uniformisée. Donc il y a Define qui a été repris. Donc c'est les trois qui manquaient, hein, tout cela dans le Nix 5, ils étaient déjà mis uniformisés. Il y a Define là qui vient de rentrer dans l'uniformisation avec Nix 6 et il manque juste HDRFX et le Sharpener, donc l'outil qui permet d'ajuster la netteté dans cette suite de plugins. Bon, c'est toutes les. Alors, il y a plein d'autres petits trucs. Je suis pas fin spécialiste de Nik Collection, je l'utilise de temps en temps. C'est pas quelque chose que j'intègre dans mon flux de travail tous les jours. Donc je vais pas vous faire une vidéo exhaustive sur les nouveautés, mais c'est en gros les trucs les plus importants qu'il fallait dire pour que vous ayez une bonne vision de ce que sont les nouveautés. Encore une fois, il y avait une liste et une vidéo qui m'a été fournie, mais je suis pas là pour faire la vente ou quoi. Je suis juste là pour vous dire, voilà, ça vient de sortir, voilà les grosses nouveautés, et les fans après iront chercher précisément tout ce qu'il faut. Ensuite, mon avis, c'est-à-dire à qui ça s'adresse, est-ce que ça vaut le coup? Alors encore une fois, comme beaucoup de mes vidéos, je vais dire, ça dépend. Ça dépend ce que vous recherchez, ça dépend avec quoi vous travaillez. Si vous êtes un utilisateur aguerri de Photoshop et de Lightroom, donc vous avez en gros le Creative Cloud et que vous utilisez ça en tant que plugin, ça peut être bien pour faire certains trucs et certains effets, notamment FX Pro qui permet donc de simuler l'analogique ou de faire des effets analogiques sur ces photos. Ça, c'est des trucs où si vous deviez le faire à la main, ce serait long et ce serait compliqué. Même si vous connaissez bien Photoshop, moi si je veux faire un effet vieille pellicule ou quoi, c'est compliqué. Les outils de réduction de bruit comme Define, maintenant que Lightroom vient de se mettre à jour, bon, c'est pas tout à fait au niveau. Si je veux un vrai outil de réduction de bruit, je vais aller chercher Deep Prime hein, avec DxO Photolab ou avec Pure par exemple. Les outils de noir et blanc, c'est pareil, c'est des trucs que je vais faire à la main. Donc ça s'adresse quand même à ceux qui ont envie de faire des effets vite et bien. Voilà, qui sont pas forcément des experts de Photoshop et ou de Lightroom, mais plutôt de Photoshop, j'ai envie de dire, et qui ont envie de faire des effets de couleur ou de noir et blanc, ou de faire des effets vraiment créatifs sur leurs images, avec une interface un peu plus intuitive, un peu moins intimidante que Photoshop, parce que tout est là, il y a des modules, des presets, on les applique, on les met en local ou pas, et boum, ça marche. Donc c'est quand même un moyen de faire des trucs qui sont un peu compliqués, mais de les faire vite. Donc moi, comme je sais les faire dans Photoshop de base, j'aurais tendance à les faire à la main, comme on dit. Donc moi, perso, j'en aurais pas forcément besoin. Maintenant, pour 150 €, c'est un achat et je le garde tant que je veux. C'est-à-dire, je suis pas obligé de faire la mise à jour. Hein. Si Nix 6, j'en suis content pendant 4 ans, moi je le garde pendant 4 ans. Il n'y a pas de raison qu'il ne marche pas. Hein. Les anciennes versions continuent de marcher là, pour ceux qui ont les anciennes. Et du coup, vous divisez 150 par chaque année. Quoi. Donc pour les pros, c'est pas un gros achat. Si ça vous fait gagner du temps, 150 €. Le jour où ça vous fait gagner, ne serait-ce que. Si sur l'année ça vous fait gagner une demi-journée, 150 €, normalement votre demi-journée, elle est là. Quoi. Ensuite, pour les amateurs, là, évidemment, si c'est une passion, si c'est comme ça que vous avez envie de passer votre temps et que ça vous intéresse de faire des effets vite et bien, pareil, c'est à vous de décider si 150 € ça vaut le coup. En tout cas, la technologie, elle les vaut. C'est-à-dire que le système de masquage, encore une fois, il vous plaît pas, mais s'il vous plaît, il est fiable, c'est rapide, et ça marche bien, quoi. Donc ça, c'est cool. C'est quand même très bien interfacé avec Photoshop, avec Lightroom, avec Affinity, il les reconnaît tout de suite, donc ça, c'est cool aussi. Donc que ce soit pour les pros ou les amateurs éclairés, 150 € pour autant d'outils, pour faire tous ces trucs-là, c'est quand même plutôt pas mal, quoi. Donc moi, personnellement, je peux m'en passer, je l'utilise que de temps en temps, mais si je faisais des retouches avec toujours un peu les mêmes effets, et je me suis créé ma banque d'effets mais avec mes presets, et j'ai pas à passer du temps dans Photoshop pour faire ces trucs à la main, c'est évident que ça permet de gagner du temps, et ça vaut du coup son prix. Donc du coup, au tarif mise à jour, 79 €, c'est quand même une mise à jour assez majeure là, parce qu'il y a quand même beaucoup de trucs qui ont été unifiés dans l'interface. Le système de dégradé linéaire, il est quand même vachement pratique. Ça aurait mérité d'être là plus tôt, évidemment, mais au moins maintenant, il est là. Donc peut-être que ça valait pas le coup de passer à la 5 pour les fans hein, de Nik Collection qui étaient sur la 3 ou la 4, mais par contre, maintenant, ça vaut le coup de passer à la 6. Donc je pense pas qu'il y ait un tarif mise à jour pour un N+2, enfin N-2, c'est-à-dire si vous êtes sur la 4, je pense pas que je sais pas que si ça vous pouvez payer 79 € pour passer à la 6. Il me semble que normalement, mise à jour, c'est toute mise à jour, il faut juste avoir une licence d'avant.
Peut-être que je me trompe, encore une fois, comme je suis pas là pour faire la vente et je connais pas très bien les conditions. J'ai juste vu 149 € pour le prix total et 79 € tarif mise à jour. Alors, est-ce que c'est mise à jour depuis la 5 uniquement ou depuis n'importe quelle version précédente? Il faudra voir avec DxO. En tout cas, euh, c'est une trajectoire qui me paraît plutôt bonne, c'est-à-dire que maintenant que l'interface est unifiée, c'est un peu moins le bazar, hein. Je vous cache pas que sur DxO 3, 4, il y avait encore des vestiges. On sent qu'ils venaient de racheter la suite et qu'ils étaient en train de faire les efforts d'uniformiser tout ça. En plus, en même temps, ils rajoutaient des nouvelles fonctions avec les control points, donc c'était un peu bordélique, hein. Voilà, en gros, la technologie était sympa, mais c'était quand même un petit peu bordélique. Là, maintenant, ça commence à être bien propre, bien rangé, c'est fiable. Et voilà, pour finir, je dirais il y a encore de la marge de manœuvre pour Nix7, notamment, donc voilà ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire de mettre de l'objet dynamique et de pouvoir rappeler une instance donc dans l'objet dynamique d'un, je sais pas, un ColorFX par exemple, et de quand même continuer à voir ce qu'on avait fait avant. Si ça s'était enregistré en mémoire quelque part, je sais pas dans quelle mesure c'est possible en travaillant avec Photoshop en tant que hôte. Donc peut-être que c'est juste pas possible d'un point de vue de la technologie, mais ça aurait du sens en fait de dire je fais appel à ce logiciel dans le logiciel et je ne perds jamais tout ce que j'ai fait avant, quoi. Ça, ce serait vraiment cool de dire c'est non destructif parce que c'est un objet dynamique, mais en plus je vois toutes les étapes d'avant, quoi, qui m'ont permis d'arriver au point où j'en suis maintenant. Donc il y a peut-être encore un petit peu de marge de manœuvre, je sais pas si c'est possible, mais en tout cas ça prend une bonne route. Ensuite il faudra voir aussi ce que fait en termes d'interface HDRFX et Sharpener, mais dans la conférence qui a été donnée pour la presse, j'ai regardé la vidéo et donc l'interface adopte exactement les mêmes codes. Donc cet été, il y aura vraiment une Nix6 collection qui sera toute uniformisée et ce sera quand même vraiment propre. Donc du coup, après pour la 7, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont probablement pouvoir passer plus de temps et d'efforts à amener des nouveaux outils, des nouvelles fonctions, plutôt qu'à travailler sur l'interface et à réécrire le code en fait. C'est-à-dire que là, ils ont mis beaucoup de ressources humaines, intellectuelles, dans le design de l'interface et dans le code, plus que dans créer des nouveaux trucs. Donc ça veut dire que là, pour l'avenir, ça me semble sur une bonne trajectoire. Et le fait que ça adopte des nouveaux logiciels nativement comme Affinity Photo, ça montre qu'ils ont envie de s'inscrire aussi dans un nouveau public, une nouvelle audience, et pas juste leur cœur de leur audience, qui est DxO en tant que plugin pour ceux qui ont Adobe, quoi, qui a quand même été une grosse part de leur clientèle, je pense, depuis de nombreuses années. Donc voilà ce que je peux vous dire sur Nik Collection. Vous pouvez évidemment télécharger la démo sur le site de DxO. C'est disponible à partir du 16 mai 15h au moment où cette vidéo va sortir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je vous remercie une nouvelle fois pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.